19 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans les titres de ce 19, l'Organisation internationale pour les migrations au Bénin vient de doter la police républicaine en équipement stratégique et essentiel, ce dont vise à enrayer les menaces qui pèsent sur les frontières béninoises. Détail à suivre dans le 19. Pendant ce temps, la gratuité du ramassage des ordures ménagères dans le Grand Nokoué prendra fin en décembre 2024. Les ménages devront donc désormais payer pour les services à eux rendus par la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Cette nouvelle redevance entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Mais quelles sont les modalités? Wilfried Léon-Mbedi, porte-parole du gouvernement, répond dans cette édition. Et puis créer les conditions de la sécurité alimentaire, mais aussi dynamiser l'agriculture béninoise. C'est l'ambition que vise le gouvernement béninois en créant les pôles de développement agricole. Précision à suivre dans cette édition avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin, Gaston Kossi Dossoui. À suivre également la page Afrique et les nouvelles sportives. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bonsoir et bienvenue à tous. Fini la gratuité du ramassage des ordures ménagères dans le Grand Nokoué à compter du 1er janvier 2025. Tous les ménages et autres structures bénéficiant des services de la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS devront désormais payer pour ces prestations. L'annonce a été faite par les responsables de la structure à travers un communiqué face aux professionnels des médias ce jeudi. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les modalités de paiement de cette redevance. Selon Wilfried Léon-Mbedi, le gouvernement a pris en charge les tarifs de la SGDS depuis 4 ans, ceci pour montrer au peuple béninois que la salubrité est bien possible dans nos villes. On l'écoute pour plus de détails. Est-ce qu'avant 2020, nous ne payions pas nos impôts en même temps que nous payons les ONG pour ramasser les ordures? Et avec des résultats mitigés, pour ne pas employer un mot plus fort. Alors que depuis 4 ans, sous le sceau de la gratuité, nous bénéficions d'un meilleur service de la part de la SGDS, où chacun note que nos voies, nos artères publiques sont propres. Nos rues sont débarrassées des ordures. Plus personne ne voit dans Cotonou les tas d'ordures sauvages qu'il y avait. Moi, je me promène dans les rues à pied parfois en faisant mon sport et j'ai tendance à observer est-ce qu'il y a un tas qu'on découvre quelque part. Et quand il y en a, vous appelez GDS, les jours d'après, ils sont passés nettoyés. Donc chacun voit très bien de ce point de vue-là qu'il y a une dynamique formidable qui est en cours dans le sens de l'assainissement de nos villes où les ordures, les déchets solides ménagers sont ramassés à échéance plus ou moins régulière et avec efficacité. Et nous sommes heureux de bénéficier d'un tel cadre de vie. Nous voudrions que cela se poursuive. Aujourd'hui, la GDS emploie à peu près 6300 personnes, à peu près, qui ont un salaire, qui ont des outils de travail. Et peut-être que demain, ça va être 10 000 personnes, 20 000 personnes. Il faut lui permettre de s'autonomiser, d'avoir les moyens de se gérer, de gérer le service qu'on lui demande de façon optimale. Wilfried Léon-Mbedi rassure de ce que les ménages paieront la SGDS en fonction des frais perçus par le passé par les ONG de précollecte d'ordures. Il précise également que la somme de 30 000 francs avancée est réservée aux sociétés et non aux ménages. On écoute Wilfried Léon-Mbedi, porte-parole du gouvernement. Moi, les Béninois que je rencontre et avec lesquels je parle, ils sont plutôt reconnaissants au gouvernement d'avoir supporté pendant 4 ans les charges alors qu'il avait annoncé 1 an. On avait dit que ce serait gratuit pour 1 an, le temps de montrer à l'opinion que c'est possible d'avoir des villes propres, c'est possible dans notre pays aussi de gérer nos déchets solides ménagers de façon efficace et ensuite on allait demander maintenant de payer. Mais le gouvernement a supporté pendant 4 ans et les Béninois que je rencontre disent franchement, ça, si ça a un nom, c'est du hautement social. Et plus encore, je suis sûr que chez vous, il y a 4-5 ans, si vous étiez abonné à une ONG, vous payez au moins 3 000 francs le mois. En tout cas, moi, je payais 3 000 francs le mois
là-bas où j'étais. Aujourd'hui, on a tenu compte de ce que les gens payaient. C'est 3 000, c'est 5 000. Les montants de 10, 12, 30 000 que vous voyez, ça concerne d'autres édifices, les entreprises. Et donc, on a tenu compte du niveau de redevance que nous payons déjà aux ONG. Mais qu'en plus, au moment de fixer les redevances, il a tenu compte de la situation en T. Il n'a pas dit maintenant, bon, il faut multiplier par 2 ou par 3 parce qu'il y a des équipements modernes, il y a plus de monde qui travaille, le ramassage est plus régulier. Il n'a pas dit ça. Et contrairement à l'information qui a circulé faisant état du paiement de ces redevances sur prélèvement des factures de la SBE et de la SONEB, le porte-parole clarifie et précise que la SGDS délivrera elle-même sa facture par ménage. Wilfried Léon Mbéji. Ceux qui vous ont parlé, je suis sûr qu'ils ne font pas partie de la majorité, mais ils ont une préoccupation qui leur est légitime. Mais voilà ce qu'il faut leur dire. Et moi, je suis convaincu, je leur fais confiance, je suis convaincu que parce qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et qu'ils sont convaincus que ça va se prolonger, ils vont s'acquitter des redevances qui leur incomberont pour payer. Et on a fait quelque chose d'autre de fort. Vous savez qu'au départ, on avait envisagé d'adosser les factures de redevances pour le ramassage des ordures aux factures d'électricité et d'eau. Vous vous souvenez? Mais on a fait toutes les réflexions, toutes les esquisses possibles et on a dit non, on va décrocher pour que ce ne soit pas lié à l'eau et à l'électricité. Donc aujourd'hui, les agents de la SGDS passeront nous donner les factures séparées de celles relatives à la consommation d'eau et d'électricité. Et puis, nous serons bien avisés de payer nos redevances pour leur permettre de disposer d'équipements toujours plus performants, de disposer aussi de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir nous assurer le niveau de service que nous sommes en droit d'attendre d'eux et que nous exigeons de par ailleurs, que le gouvernement exige d'eux. Pendant ce temps, au nombre des réformes engagées dans le secteur agricole au Bénin depuis 2016 figure la création des pôles de développement agricole. Il s'agit des agences territoriales de développement agricole ATDA reparties dans cette région du pays. L'ambition autour de cette réforme est de créer les conditions de la sécurité alimentaire, mais aussi dynamiser l'agriculture béninoise. De passage sur l'émission Bilan PAG 2021-2026, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, est revenu sur les constats qui ont poussé le gouvernement à cette réforme. Selon lui, les centres d'action régionale pour le développement rural cadet installés sur le territoire national avant 2016 ont montré leurs limites. C'est pour corriger le tir et de faire de l'agriculture l'un des principaux leviers de développement de notre pays que cette décision a été prise. On écoute pour plus de précision Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans un passé récent, nous avions les centres d'action régionale pour le développement rural, les CARDER, à la tête des départements doubles que nous avions, les 6 départements, qui pouvaient jouer aussi bien les fonctions d'appui, les fonctions de formation, de renforcement des capacités, que les fonctions de contrôle. C'est difficile pour la même structure de faire les deux choses à la fois. Deuxièmement, pour avoir plus d'efficacité dans l'action publique, il a été jugé nécessaire de scinder les fonctions régaliennes, les fonctions de contrôle, les fonctions de surveillance, les fonctions d'évaluation, les fonctions de recensement, de statistiques agricoles et d'appui aux organisations professionnelles, des fonctions d'appui, c'est-à-dire mettre à la disposition des acteurs les facteurs de production dont ils ont besoin, assurer la formation, garantir un peu l'accès au marché, faire les accompagnements nécessaires pour créer de la richesse au niveau des régions. Et pour le faire, puisque nous sommes dans l'agriculture, il faut bel et bien combiner 2 approches, l'approche filière, l'approche territoriale. Les agences territoriales de développement agricole assurent la gestion et la promotion d'une filière spécifique. Elles harmonisent l'approche filière et territoire, précise le ministre de l'Agriculture, Gaston Kossi-Dossoui. Elle se charge de mettre en œuvre l'ambition du gouvernement dans la promotion des filières porteuses et capables de contribuer efficacement à l'économie nationale. Plus de précision avec Gaston Kossi-Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.
Le rêve du président de la République, c'est de voir, comme dans d'autres pays, la ceinture cotonnière, la ceinture maïsicole, la ceinture de palmier à huile, comme ailleurs on dit cotton belt, arachide belt, et ainsi de suite. Bref, c'est cet esprit-là. Et dans chacun de ces pôles de développement agricole qui ont été créés, il y a des profils agricoles, il y a des spéculations phares sur lesquelles l'action publique devrait porter prioritairement. À côté de cette répartition de rôles sur le terrain, nous avons eu à réfléchir et à choisir les filières porteuses. Pour quitter la politique unijambiste d'exportation de coton, il faut bien voir les filières haut potentiel, à haute valeur ajoutée, les filières conventionnelles, les filières spécifiques comme l'élevage, la production de lait, la production d'œufs et de viande. Et pour chacune de ces filières, il a été mis en place un programme national de développement. Et c'est ce programme-là qui a été financé. Et le gouvernement, de 2016 à 2023, disons, nous avons déjà injecté des ressources propres de l'État de plus de 32 à 35 milliards de francs. Ça permet vraiment de résoudre les problèmes de proximité. Placés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les ATDA ont permis d'obtenir un impact considérable dans la promotion des filières à fort potentiel, se réjouit Gaston Kossi Dossoui. Le ministre de l'Agriculture dit avoir remarqué une professionnalisation de l'agriculture et une amélioration des conditions de production et de vie des agriculteurs et autres acteurs agricoles. Plus de précision avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi Dossoui. Les ambitions, d'une manière ou d'une autre, affichent quand même des scores assez importants. Les producteurs savent à qui s'adresser pour avoir des facteurs de production. Ils savent à qui s'adresser pour régler des questions de contrôle, de suivi et d'appui. Donc, c'est déjà une chose. Deuxièmement, les programmes nationaux de développement ont reçu des financements. Et de manière spécifique, il faut pouvoir mesurer l'impact que ces financements-là ont eu dans le changement de comportement des acteurs et dans le changement de leur modèle de vie. Sur les ATDA, le modèle de gestion a changé par rapport au passé. La professionnalisation est devenue une réalité. L'implémentation de projets et programmes spécifiques à chaque zone est une donne auquel tout le monde est tombé d'accord aujourd'hui. Mieux, lorsque vous êtes chef de file d'une filière, vous pouvez maintenant avoir des relations avec les autres pôles de développement qui sont pôles annexes à ce programme-là. Et vous répondez au niveau national de tout le programme. Je prends le programme de riz. Le chef de file est à Malanville, mais le riz on produit dans les collines, dans le zoo, dans l'Atlantique, dans l'Ouémé. Vous venez de suivre les propos de Gaston Kossi Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. Je vous l'annonçais en titre, la police républicaine franchit une étape importante dans sa quête de sécurité au Bénin. À cet effet, elle a été dotée d'équipements essentiels et stratégiques à travers le projet de renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières. Cette initiative vise à renforcer l'intégrité nationale et à transformer les menaces qui pesaient sur les frontières béninoises. Ce projet de renforcement des capacités des autorités des frontières entièrement financé par le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du gouvernement des États-Unis témoigne d'un partenariat dynamique entre plusieurs acteurs, selon Idrissa Adama Tamboura, chef du bureau de l'Organisation internationale pour les migrations au Bénin. Cette dotation marque une avancée significative dans la sécurisation des frontières béninoises. On l'écoute pour plus de précision. Grâce à ce partenariat dynamique multi-acteurs, deux projets majeurs se matérialisent par la présente cérémonie de donation. Il s'agit du projet de renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières pour la sécurité au Bénin, d'une valeur de $1 500 000 US, et du projet de renforcement de la gouvernance des frontières par l'engagement communautaire au Bénin et au Togo, d'une valeur de $2 250 000 US, tous deux entièrement financés par le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du gouvernement des États-Unis, j'ai nommé ANL ici représenté. La présente dotation concerne donc le volet 2 et comprend 2 véhicules, 12 motos et leurs accessoires, des détecteurs de métaux, des radios
VHF, du matériel d'inspection et des mobiliers et accessoires de facilitation de la formation initiale et continue des agents de police. L'ensemble de ces équipements immobiliers d'une valeur d'environ 90 millions de francs CFA constitue une première phase de l'intervention soutenue par les États-Unis d'Amérique. Les équipements mis à la disposition de la police républicaine sont entre autres des véhicules, motos, détecteurs de métaux et matériel d'inspection. Cette dotation représente une première phase d'intervention d'une valeur d'environ 90 millions de francs CFA et est destinée à moderniser et à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité béninoises. Brynil Ellis, chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis, revient ici sur l'impact de cette initiative sur le renforcement des capacités de la police républicaine. On l'écoute. Avec un budget combiné de 3,75 millions de dollars investis au Bénin, ces programmes complètent notre coopération en cours de la DGPR pour former et équiper les unités spéciales de sécurité, fournir un mentorat à la brigade criminelle et renforcer la direction des renseignements. En outre, il s'aligne sur notre travail avec le ministère de la Justice pour moderniser le système judiciaire du Bénin et améliorer la sécurité et la protection des droits humains dans les prisons. Il s'agit de donner à la police républicaine les moyens d'améliorer la sécurité publique, de renforcer l'état de droit et de veiller à ce que la justice soit rendue de manière équitable et efficace. Le directeur général de la police républicaine a exprimé sa gratitude pour cette initiative, soulignant l'importance d'une réponse adaptée et innovante face à l'instabilité régionale qui perturbe les frontières béninoises. Il a aussi souligné que cette dotation permettra désormais une meilleure surveillance des mouvements des populations et une plus grande efficacité dans les opérations de contrôle au point d'entrée. On écoute Soumaïla Alabi Yaya, directeur général de la police républicaine. Au nom de la police républicaine, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour cette initiative qui, sans aucun doute, renforcera nos capacités opérationnelles et améliorera la sécurité dans nos zones frontalières. Ces outils permettront à la police républicaine d'être toujours bien informée des mouvements de population et donc d'être plus efficace dans les opérations de contrôle au point d'entrée et de contribuer ainsi à sécuriser les espaces frontaliers et partant tout le pays de manière proactive. Le deuxième volet des projets est le renforcement des capacités techniques et opérationnelles, dont la mise à disposition d'équipements techniques et logistiques, objet de la présente cérémonie. Cette dotation constitue un apport essentiel pour nos unités opérationnelles. Ces équipements, qui incluent des véhicules tout-terrain, des motos, des radios VHF, des détecteurs de métaux, des torches de patrouille, des outils informatiques et des mobiliers, sont essentiels pour permettre à nos personnels d'agir efficacement dans des conditions optimales. On change de registre à présent. Tino Togbe, invité ce dimanche de l'émission Opinion sur Fraternité FM, l'expert financier et avocat au barreau du Bénin, a jeté son regard sur l'actualité sociopolitique nationale. Il a d'abord opiné sur la situation de la jeunesse béninoise aujourd'hui. Pour celui qui est aussi membre du Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité, il y a une certaine frustration dans le rang des jeunes marqués, surtout par un taux de chômage élevé. Il pense cependant que les opportunités sont là pour résoudre ce problème. On l'écoute. Alors depuis quelque temps, je suis en tournée partout dans le Bénin et j'ai l'opportunité de rencontrer la jeunesse béninoise. Je vois que cette jeunesse éprouve un certain nombre de frustrations, éprouve beaucoup de difficultés, notamment la question du chômage. L'emploi des jeunes est une préoccupation majeure au Bénin comme dans d'autres pays. Mais lorsque nous avons une population aussi jeune et qui a aussi peu d'opportunités pour tout le monde, eh bien, la question de l'avenir de la jeunesse se pose. Plusieurs d'entre eux auront envie d'aller à l'étranger. Moi, c'est vrai que j'ai étudié à l'étranger. On pourrait se demander, mais pourquoi de jeunes ont plutôt l'envie de faire le chemin inverse et de ne plus revenir. Je pense que nous avons des opportunités ici dans notre pays, au sein de notre continent. Il faut savoir les saisir, il faut bien s'organiser et se dire que rien n'est perdu. Il faut réfléchir, il faut avoir des outils bien sûr pour pouvoir s'en sortir dans un environnement
très compétitif, très concurrentiel, où tout le monde devrait pouvoir avoir sa place. Sur le plan politique, Tieno Togbe affirme que 2026 représente un tournant décisif pour le Bénin, un rendez-vous électoral au cours duquel la jeunesse aura son mot à dire. On écoute l'expert financier et avocat au barreau du Bénin. Il était l'invité de Raoul Steve Gounoucon et René Souglo. Je pense que 2026 c'est un grand rendez-vous pour nous tous. C'est un grand rendez-vous pour nous tous et d'abord un grand rendez-vous pour la jeunesse béninoise. Je crois que l'Afrique a démontré que la jeunesse constitue aujourd'hui un poids politique majeur. Et nous avons le cas, je peux citer, que ce soit le Sénégal notamment, la dernière référence en date dans le domaine, on a pu voir ce que la jeunesse a pu démontrer en termes de capacité, en termes de poids du nombre, parce que une élection législative ou présidentielle, ce sont des chiffres qui parlent. C'est d'abord des chiffres. Aujourd'hui, les jeunes représentent, nous avons certainement plus de 60% de l'électorat qui va s'exprimer en 2026. Est-ce que la jeunesse dont on parle là a conscience de mais cette justement, il faut qu'on l'en informe. Il faut qu'on informe la jeunesse qu'au jour d'aujourd'hui, représente plus de 60% de l'électorat. Il suffit. Oui, c'est eux qui décident. C'est nous qui allons décider. Si on décide d'aller à gauche ou à droite, eh bien, on ira à gauche ou à droite. Un reportage focus dans ce journal. On s'intéresse à l'hygiène dans les boucheries. À Parakou, dans ces marchés de vente de viande, il y règne une insalubrité qui met mal à l'aise les usagers. Akilas Tako est allé faire le constat. Voici son reportage. L'entretien zéro, ils viennent tuer le sang, les excréments, tout est là, on ne comprend rien. Il y a aussi beaucoup de mouches. On constate que ces fournisseurs de viande ne portent pas de gants. Ce sont là les plaintes de quelques usagers des abattoirs de la ville de Parakou. Le manque d'hygiène au sein des boucheries, un constat qui n'est pas du goût de ces derniers. Les excréments des animaux, les eaux usées dans les allées, les caniveaux bouchés par les excréments des animaux, c'est le triste constat fait au niveau de ces abattoirs. Les viandes vendues à ces endroits sont considérées comme des vecteurs de nombreuses maladies. Une situation qui n'est pas du goût de l'espoir. Un usager rencontré à l'aide d'abattage du marché dépôt de Parakou. Il décrit la situation et s'en désole. Au niveau de l'abattoir de Parakou, il y a une grande insalubrité, surtout en ces temps de pluie où il y a la boue qui s'est accumulée. Donc l'endroit n'est pas propice pour ceux qui nous fournissent de la viande. Aussi on constate que ces bouchers ne portent pas de gants, ce qui peut aussi transmettre des bactéries à ces viandes que nous consommons. Donc ça peut augmenter le taux de maladie dans le pays. Il y a aussi les déchets au niveau de la voie. Donc tout ça, ce n'est pas propice à ce que nous mangeons. On constate qu'il y a d'abord de l'eau non propre versée par terre. On constate aussi qu'il y a des déchets, des bouteilles, des sachets d'eau qui sont versés partout sur la voie. Adam Soulé Ali, un citoyen résident aux alentours de cet abattoir rancherie. L'abattoir là fait partie d'une entité de ce marché. Nous, les habitants de ces environs de l'abattoir, nous sommes dans la déception totale, jusqu'à dans nos maisons. À cause de ça, aucun locataire n'aime rester avec nous ici. Aucun. Même nous, même si nous sommes là, c'est parce que nous n'avons nulle part où aller. Nous qui avions eu la chance de construire, on est obligé de quitter pour laisser les parents à qui on ne peut pas ramasser pour amener les tantes. Voilà, c'est l'insalubrité totale. Le comité du marché, les bouchers étaient obligés de prendre leurs responsabilités. Et leur responsabilité était quoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être là à payer que des impôts, alors que les infrastructures, on ne leur met pas ça en place tel que cela se doit. L'entretien zéro, ils viennent tuer le sang, les excréments, tout est là. Alors, est-ce que cela garantit une bonne santé pour vous qui êtes autour de ces abattoirs-là? Est-ce que c'est encore à dire? Vous avez du mal à respirer. Oui. Et c'est comme ça dans nos maisons. La situation est bien connue des responsables en charge de cet abattoir. Mais ils disent que des initiatives ont été mises en place par la municipalité pour rendre propres ces abattoirs. Lafia Ngobisani est le secrétaire des bouchers du marché dépôt. L'assainissement se fait comme cela se doit au quotidien. On a un dépotoir de boue de vache que la mairie vient curer par moment. Et c'est de façon régulière. Pour ce qui est de l'entretien de l'aire d'abattage, on a un agent d'entretien, en train d'entretenir, laver l'aire d'abattage. Et pour ce qui est des déchets
aux alentours, chaque matin, on arrive à balayer pour assainir au moins le cadre dans lequel nous vivons. La période dans laquelle nous sommes en saison de pluie, souffrez qu'il y aura d'inondations. Et quand on parle d'inondation, il y a un peu d'insalubrité. On ne peut comprendre l'homme parce que quoi qu'on fasse, l'homme est un être insatiable. Mais à quand la construction des abattoirs de type modèle dans la ville de Parakou? Question à laquelle répond François Dadidier, chef de la division réglementation et contrôle des produits d'origine animale à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou. On ne peut avoir les meilleures conditions d'hygiène autour de la viande s'il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Le projet d'abattoir moderne prévu pour la ville de Parakou, où en est-on? C'est le projet Prodéfilam, qui a sa base à Kandi, à la CDA 2 d'envergure nationale, qui est porteur de cette infrastructure-là. Mais je vous avoue que le projet est sur de bonnes voies et nous n'avons que d'ici à là que l'infrastructure sorte de la terre pour le bonheur de tous les bouchers, de tous les vétérinaires, de tous les acteurs pour de la viande. Le premier conseil, c'est la propriété ou rien. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que déjà, vous voyez, déjà au niveau de nos ménages, les ordures que nous accumulons, la fréquence à laquelle ça doit s'enlever, encore que vous savez, les abattoirs, c'est des lieux qui produisent abondamment et régulièrement des déchets. Donc, c'est une activité qui fait appel à plusieurs acteurs, et surtout la mairie et les ONG de collecte de déchets. Donc, on conseille qu'on en doit des bouchers de ceux qui manipulent la viande. La propriété doit être l'avant-garde. Pour notre santé et la santé des populations, il urge donc que les autorités pensent plus vite à la construction des abattoirs de type modèle pour le bien-être de tous. On parle sport à présent. Jacques Degré, bonsoir. Bonsoir, Sibelle et Sotamiga. Ligue Pro, 6e journée, le point des matchs de ce dimanche. Oui, on commence par la poule A où 4 matchs étaient au menu ce dimanche. Biki FC de Bembeleke a perdu à domicile face à Takune, 0 but contre 1, match délocalisé. À Djougou, Stade Tchoukouma Cavalier de son côté s'est imposé à Niki 1-0 face à Tonnerre. Dynamique de Parakou a perdu sur place ici à Parakou face à Dadje FC, 0 but contre 1, Espoir de Savalou. Enfance d'Amissa, 2 buts à 0 dans la poule B. Eh bien, Adidia a perdu à domicile face à Yema, 0 but contre 1. Aziza l'emporte 3 buts à 1 face à Sitatunga. Les Dragons de l'OM n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Étoile Filante. Le leader Sobemap a chuté à domicile 0 but contre 1 face à la jeunesse sportive de Ouidan. Rappelle que ce samedi déjà, les Buffles du Borgo ont réalisé une très belle opération en allant s'imposer à Wessé face à Real Sport. 1 but à 0, un succès qui leur permet de remonter un peu plus au classement. Pendant ce temps, Liga, le Barça remporte le derby. 8 jours après la raclée 4-0 infligée au Real Madrid, le FC Barcelone n'a pas tremblé pour battre l'Espagnol Barcelone ce dimanche, 3 buts à 1 dans le cadre de la 12e journée de Liga Olmo. C'est offert un doublé 12e et 31e minute avec notamment une ouverture, je vais dire, géniale de Yamal sur le premier but, tandis que Rafinha à la 23e minute avait fait le break plus relâché. Après la pause, eh bien, les Blaugrana ont vu Pardo à la 63e réduire le cas au score. Un 4e succès de rang en Liga sans vraiment forcer pour le club catalan. Leader avec 9 points de plus que la Maison Blanche qui compte un match en moins. Un peu plus tôt dans la journée, l'Atlético a repris sa marche en avant face à Las Palmas 2-0. Les Rojiblancos prennent provisoirement la 3e place à 1 point du Real. En Angleterre, très rapidement, le choc de la 10e journée oppose en ce moment même Manchester United et Chelsea. On joue les toutes dernières secondes. Le score est de 1 but partout entre les deux équipes. Bruno Fernandes a ouvert le score pour Man U à la 70e minute, tandis que Moses Caicedo a égalisé à la 74e minute. Merci à vous, Jacques Degbé. On parle Afrique à présent. La page Afrique ce soir, je suis avec Aurel Ouensou. Bonsoir. Bonsoir à tous. On démarre par le Guinée. Mamadi Doumbouya s'auto-promet général d'armée. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, s'élève au rang de général d'armée. Pour la 2e fois cette année, le chef de la junte du CNRD, âgé de 43 ans, s'est auto-promu par un décret présidentiel. Pendant ce temps, il s'agit bien de la Guinée. Pendant ce temps, Ouganda, au moins 14 personnes tuées par la foudre.
13 enfants tués, c'est le bilan d'un incendie provoqué par la foudre dans un camp de réfugiés. Outre ces 13 enfants qui ont perdu la vie, un adulte en plein culte à l'intérieur de l'église a également perdu la vie. 34 autres personnes avaient été blessées, mais les victimes n'ont pas encore été identifiées. À noter que l'incident s'est produit ce samedi dans le district isolé de Lamho. Merci à vous, Aurel Winsou. C'est sur cette information que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Devant ce micro, je suis Cybèle Lesoutan-Migan. À la cabine technique, on retrouve Christian Avossetien. Suivez tout juste après moi le retro hebdomadaire, une présentation de Karine Djagui. C'était le journal sur Fraternité FM.